Le Nil, berceau de la civilisation. Comment un fleuve a tout changé. L'âme du fleuve. Imaginez un monde sans frontières tracées à l'encre, sans villes de pierre, sans dieux gravés dans la roche. Un monde où l'homme ne commande pas encore à la nature. Il la suit, la redoute, la vénère. Et au cœur de ce monde, un seul fil d'eau, mince et capricieux, trace une ligne de vie dans un désert sans pitié. Ce fil, c'est le Nil. Pas encore un dieu, pas encore un empire, juste une rivière, mais la plus puissante que l'histoire ait jamais connue. Car ce n'est pas l'homme qui a choisi le Nil, c'est le Nil qui a choisi l'homme. Et en le choisissant, il a changé le cours de l'humanité. Pendant des millénaires, les historiens ont célébré les pharaons, les pyramides, les hiéroglyphes. Mais derrière chaque obélisque, derrière chaque temple, derrière chaque momie, il y a une force plus ancienne, plus silencieuse, plus constante. L'eau. L'eau du Nil. Ce documentaire n'est pas l'histoire de l'Égypte pharaonique. C'est l'histoire de ce qui l'a rendu possible. C'est l'histoire d'un fleuve qui a modelé un peuple, forgé une religion, inventé un calendrier, nourri une économie et finalement créé le premier État centralisé de l'histoire humaine. Nous allons remonter le courant, pas seulement géographiquement, du delta jusqu'aux sources, mais temporellement, de la préhistoire à l'aube des dynasties. Nous allons écouter le murmure des berges, observer les premiers agriculteurs, comprendre pourquoi un simple débordement annuel est devenu un miracle sacré, et comment ce miracle a donné naissance à la civilisation. Car sans le Nil, il n'y aurait pas eu d'Égypte. Et sans l'Égypte, le monde tel que nous le connaissons n'aurait jamais existé. Le désert qui a tout changé. Avant le Nil, il y avait le désert. Mais pas celui que nous connaissons aujourd'hui, brûlant, immobile, infini. Non, il y a 10 000 ans, le Sahara n'était pas un désert. C'était une savane. Une terre de lacs, de rivières, de troupeaux d'éléphants, de girafes, de rhinocéros et d'hommes. Des peintures rupestres du Gilf Kébir, dans le sud-ouest égyptien, nous montrent des scènes de chasse, de danse, de vie. Des hippopotames nagent dans des mares aujourd'hui asséchées, des hommes lancent des flèches sous un ciel clément. Le climat est doux, la vie abondante. Mais tout change entre 7000 et 5000 avant Jésus-Christ. Le climat se refroidit légèrement dans l'hémisphère nord. Les pluies d'été, portées par les moussons africaines, se retirent progressivement vers le sud. La végétation meurt, les lacs s'évaporent, le sable avance. Ce qu'on appelle aujourd'hui la désertification du Sahara n'est pas un événement brutal, c'est une agonie lente, étalée sur 2 millénaires. Et les hommes? Ils fuient. Ils migrent vers le sud, vers l'ouest, mais surtout vers l'est. Vers la seule ligne de vie qui résiste, le Nil. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité, une question de survie. Et c'est là que tout bascule. Car le Nil n'est pas accueillant, il est sauvage. Ses crues sont imprévisibles, ses marécages grouillent de serpents, d'hippopotames, de crocodiles. Mais il offre ce que nulle part ailleurs ne peut plus offrir. De l'eau, de la terre noire, de la nourriture. Les premiers groupes qui s'installent le long de ces rives ne sont pas des agriculteurs, ce sont des chasseurs-cueilleurs. Ils pêchent à la harponne, ils tentent des pièges aux oiseaux migrateurs, ils ramassent des lentilles sauvages, des dattes, des racines. Mais petit à petit, ils observent, ils apprennent. Ils remarquent que chaque année, quand les pluies tombent loin au sud, dans les hauts plateaux d'Éthiopie, le fleuve gonfle, il déborde, il inonde les terres, puis il se retire, laissant derrière lui une couche épaisse de limon noir, riche, fertile. Et c'est alors qu'une idée germe. La terre noire et la révolution agricole. Le limon du Nil n'est pas de la boue ordinaire. C'est un cadeau des dieux, bien avant qu'on les nomme. Chaque année, le fleuve apporte avec lui des minéraux, des nutriments, une fertilité inégalée. Là où ailleurs les sols s'épuisent, ici, ils renaissent, année après année,
sans engrais, sans labour profond, sans repos. Les premiers à comprendre ce miracle sont les habitants de sites comme Merimde Beni Salama, près du delta, vers 5000 avant Jésus-Christ, ou El Badari, plus au sud, vers 4500 avant Jésus-Christ. Ce ne sont pas encore des villes, ce sont des villages, de simples huttes de roseaux et de boue. Mais autour d'eux, quelque chose de nouveau pousse. Du blé, de l'orge, des lentilles, du lin. Ces graines ne viennent pas d'Égypte, elles viennent du croissant fertile, cette bande de terre entre le Tigre, l'Euphrate et la Méditerranée, où l'agriculture est née il y a 12 000 ans. Par des routes migratoires, par des échanges, par des rencontres, ces savoirs arrivent en Égypte. Et ici, ils explosent. Pourquoi ? Parce que le Nil offre un avantage unique, l'irrigation naturelle. Pas besoin de creuser des canaux complexes comme en Mésopotamie, pas besoin de prier pour la pluie comme en Palestine. Ici, le fleuve fait tout. Il inonde, il fertilise, il suffit d'attendre, puis de semer. Mais attention, ce n'est pas si simple, car le Nil est imprévisible. Certaines années, il ne déborde presque pas, et la famine guette. D'autres années, il dévaste tout, emportant les huttes, les greniers, les vies. Les premiers Égyptiens doivent donc apprendre à mesurer, à observer, à prévoir. Ils plantent des bâtons le long des rives, les premiers nilomètres. Ils comptent les jours entre les premières pluies lointaines et le gonflement du fleuve. Ils observent les étoiles, notamment Sirius, dont l'apparition coïncide avec la crue. Et c'est ainsi que naît le premier calendrier égyptien, 365 jours, divisé en 3 saisons, Akhet, Péret et Shemou. L'agriculture ne change pas seulement ce qu'ils mangent, elle change qui ils sont. Ils ne bougent plus, ils s'installent, ils construisent des silos, ils stockent les surplus, ils élèvent des animaux, chèvres, moutons, puis bœufs. Ils fabriquent des poteries pour conserver l'huile, la bière, les grains. Ils tissent le lin pour se vêtir. Et surtout, ils commencent à transmettre, à accumuler, à hiérarchiser. Car quand il y a des surplus, il y a des chefs. Quand il y a des chefs, il y a des temples. Quand il y a des temples, il y a des dieux. Et le premier de ces dieux, c'est le Nil lui-même. Le fleuve devient Dieu. Dans la mythologie égyptienne, le Nil n'est pas une simple rivière, c'est Hapi, le dieu à la bedaine ronde, au sein tombant, symbole de fécondité et d'abondance. Il apporte les offrandes, il inonde la terre, il nourrit le peuple. On le représente souvent avec des jarres débordantes, des poissons, des papyrus. Mais avant Hapi, il y avait une réalité plus simple, plus brute, la peur, la gratitude, la dépendance. Les premiers villageois ne priaient pas un dieu nommé, ils priaient le fleuve. Ils lui offraient des corbeilles de fruits, des statuettes d'argile, des chants. Ils dansaient quand l'eau montait, ils jeûnaient quand elle tardait. Ils enterraient leurs morts face à l'eau, espérant qu'elle les emporte vers l'au-delà. Car très tôt, le Nil devient le lien entre la vie et la mort. Observez la géographie. À l'est, le soleil se lève, symbole de naissance. À l'ouest, il se couche, symbole de mort. Et le Nil coule du sud au nord, séparant les deux rives, la rive est où l'on vit et la rive ouest où l'on enterre les morts. Ce n'est pas un hasard, c'est une cosmologie, une géographie sacrée. Le fleuve est aussi le premier chemin, avant les routes, avant les roues, avant les chevaux. Il y a les barques. En papyrus d'abord, puis en bois de sycomore. Elles relient les villages, elles transportent les grains, les poteries, les nouvelles. Elles permettent aux idées de circuler, aux chefs de contrôler leur territoire, aux prêtres de propager leurs croyances. Et quand un chef devient assez puissant pour contrôler plusieurs dizaines de kilomètres de rive, il devient roi. C'est ainsi que naissent les premiers royaumes nilotiques, à Nakada, à Hiéracompolis, à Abydos. Vers 3500 avant Jésus-Christ, ces centres urbains deviennent de véritables capitales régionales. On y trouve des ateliers, des temples, des cimetières élaborés.
Les tombes des élites sont remplies d'objets en cuivre, en or, en lapis-lazuli, signes de richesse, de pouvoir et de croyance en une vie après la mort. Car si le Nil donne la vie, il promet aussi la renaissance. L'eau qui inonde et disparaît revient chaque année. Le soleil qui meurt à l'ouest renaît à l'est. Le grain enterré dans la terre noire ressuscite en moisson dorée. Alors, pourquoi pas l'homme? C'est ici que naît la religion funéraire égyptienne, bien avant les pyramides. Les corps sont soigneusement entourés de peaux, de nattes, puis de bandelettes. On dépose à leur côté de la nourriture, des outils, des amulettes. Pour le voyage, pour l'au-delà. Et ce voyage se fait sur l'eau. Maître des eaux, politique, commerce et pouvoir. Contrôler le Nil, c'est contrôler l'Égypte. Dès 3500 avant Jésus-Christ, les chefs locaux comprennent que leur pouvoir ne repose pas sur la force des armes, mais sur la gestion de l'eau. Qui contrôle les points d'irrigation? Qui décide où creuser les canaux secondaires? Qui stocke les surplus en cas de mauvaise crue? Qui organise la distribution en période de disette? Ce sont les premières fonctions de l'État, et elles naissent sur les rives du Nil. À Hierakonpolis, les archéologues ont découvert les vestiges d'un centre administratif, avec des sceaux, des registres en argile, des stocks de grains. À Abydos, des tombes monumentales montrent que certains chefs disposent déjà d'un pouvoir quasi divin, entourés de serviteurs sacrifiés, de bateaux enterrés, de richesses inouïes. Le fleuve devient aussi la colonne vertébrale du commerce. Du sud, on remonte l'or, l'encens, l'ivoire, les peaux de panthère. Du nord, on descend le blé, la bière, les poteries, le lin. Les barques sillonnent le fleuve jour et nuit, les ports s'organisent, les entrepôts se multiplient. Et avec le commerce vient l'écriture. Pas pour raconter des poèmes, pas pour graver des lois, mais pour compter. Pour noter 10 sacs d'orge livrés à Telméa, 5 jarres d'huile reçues de Hierakonpolis, 3 bateaux partis vers le delta. Les premiers hiéroglyphes, vers 3200 avant Jésus-Christ, sont d'abord des pictogrammes utilitaires. Un sac égale de l'orge. Un bateau égale un transport. Un homme assis égale un chef. Puis, peu à peu, ces signes deviennent abstraits, symboliques, sacrés. Et c'est là qu'un homme change tout. Narmer. Vers 3100 avant Jésus-Christ, ce roi du Sud conquiert le Nord. Il unifie les deux terres, la Haute-Égypte, vallée étroite, riche en minéraux, et la Basse-Égypte, delta fertile, ouvert sur la mer. Sur la fameuse palette de Narmer, on le voit frappant un ennemi du Nord, portant la couronne rouge et blanche, symbole de l'unification. Mais Narmer ne conquiert pas avec une armée, il conquiert avec une idée. L'idée que le Nil est un seul corps, que ses eaux doivent être gérées ensemble, que ses crues doivent bénéficier à tous, que ses dieux doivent être vénérés par tous. C'est la naissance du premier État centralisé de l'histoire humaine. Et tout cela grâce à un fleuve. Le Nil, miroir de notre monde. Et si le Nil avait une leçon à nous donner, aujourd'hui? Car l'Égypte ancienne n'est pas née dans l'abondance, elle est née dans l'urgence, dans l'adaptation, dans la coopération forcée par un environnement hostile. Le changement climatique a poussé les hommes vers le fleuve. La rareté de l'eau les a obligés à s'organiser. L'imprévisibilité des crues les a poussés à innover en astronomie, en ingénierie, en politique. N'est-ce pas exactement ce que nous vivons aujourd'hui? Nos déserts avancent, nos fleuves s'assèchent, nos récoltes deviennent incertaines, nos migrations s'accélèrent, et comme eux, nous devons choisir, nous diviser ou nous unir, répéter les erreurs du passé ou apprendre de ceux qui ont su s'adapter. Les anciens Égyptiens n'ont pas dompté le Nil, ils ont appris à vivre avec lui, à le respecter, à le célébrer, à en faire un allié, pas un ennemi. Ils ont compris que la vraie richesse n'était pas dans l'or ou les pyramides, mais dans la capacité d'une société à gérer une ressource vitale ensemble. Aujourd'hui, nous parlons de transition écologique, de gestion durable de l'eau, de résilience climatique. Les anciens Égyptiens l'appelaient Ma'at, l'ordre cosmique,
l'équilibre, la justice, l'harmonie entre l'homme, la nature et les dieux. Peut-être devrions-nous les écouter, car le Nil n'est pas qu'un fleuve du passé, c'est un miroir. Il nous montre ce que l'humanité peut accomplir quand elle s'organise autour d'une ressource vitale avec sagesse, respect et vision à long terme. L'héritage du fleuve. Le Nil coule toujours. Il traverse 11 pays aujourd'hui, il abreuve 300 millions de personnes, il est menacé par les barrages, le réchauffement, la surexploitation, mais il coule. Et dans chaque goutte, il y a l'écho de ceux qui l'ont vénéré, craint, aimé, modelé. Sans le Nil, pas de blé sur les tables des premiers villages, pas de calendrier pour mesurer le temps, pas de barque pour unifier les cités, pas de Dieu pour expliquer les mystères, pas de pharaon pour incarner l'ordre, pas de pyramide pour toucher le ciel, pas d'Égypte. Et sans l'Égypte, pas de premier État organisé, pas de première écriture administrative, pas de première mathématique appliquée à l'ingénierie, pas de première tentative de maîtrise du temps, de l'espace, de la mort. Le Nil n'a pas juste changé l'Égypte, il a changé l'humanité. Alors, la prochaine fois que vous verrez une image des pyramides, n'admirez pas seulement la pierre. Regardez plus bas. Regardez le sol. Regardez l'horizon. Cherchez le reflet de l'eau. Car c'est là que tout a commencé. Dans la boue noire, dans le courant silencieux, dans le rythme des crues, dans le regard d'un chasseur devenu agriculteur qui a osé semer dans la boue et a récolté une civilisation. Merci d'avoir suivi ce voyage sur les rives du Nil. La semaine prochaine, dans Voyage en Égypte ancienne, les premiers pharaons, quand l'homme est devenu Dieu. Nous découvrirons comment un chef de guerre est devenu un Dieu vivant et comment cette idée a changé le monde. Abonnez-vous, activez la cloche, car chaque semaine, nous remontons un peu plus le temps jusqu'à toucher l'aube de la civilisation. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, partagez-la avec un curieux d'histoire et surtout, dites-nous en commentaire, si vous aviez vécu à cette époque, auriez-vous choisi de rester nomade ou de vous installer le long du Nil? Merci d'avoir voyagé avec moi. À la semaine prochaine, sur les rives du Nil.